Bonjour et bienvenue à ce webinaire de présentation des résultats de l'enquête sur le développement des enfants à la maternelle réalisée en 2022. Je me présente Geneviève Tremblay, je suis agente de planification, programmation et recherche à la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue et je serai votre animatrice aujourd'hui pour la durée de ce webinaire. Aujourd'hui, la rencontre vise trois objectifs. Tout d'abord, expliquer le contexte de l'enquête, vous présenter et vous soutenir dans la compréhension des données concernant le développement des enfants à la maternelle et vous sensibiliser à l'importance de poursuivre les démarches de concertation pour soutenir le développement global des tout-petits dans toutes les MRC de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour atteindre ces trois objectifs que je viens de vous présenter, on vous propose un parcours de présentation en 3 temps. Tout d'abord, nous allons regarder ensemble pourquoi y a-t-il une enquête concernant le développement des enfants à la maternelle, quelles sont les données de cette enquête et par la suite, on va parler de comment on peut expliquer ces données-là. Sans plus tarder, je vous présente mes deux collègues qui feront la présentation d'aujourd'hui. Guillaume Beaulé, qui est agent de recherche. Guillaume est diplômé en sociologie et travaille depuis 23 ans à la Direction de santé publique. Il s'occupe notamment d'analyser les statistiques qui sont disponibles sur les déterminants de la santé et l'état de santé de la population de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est la personne sur qui on compte pour les expliquer et rendre accessibles ces données statistiques qui peuvent nous paraître complexes pour des néophytes. Il est accompagné de Marlène Mainville, qui est infirmière clinicienne depuis plus de 30 ans. Elle est responsable du déploiement des services intégrés en périnatalité et à la petite enfance en tant qu'agente de planification, de programmation et recherche. Elle coordonne également le volet intervention dans le cadre des travaux du comité régional de l'initiative concertée pour le développement des jeunes enfants. Je vous laisse donc au bon soin de Marlène dès maintenant. Alors, bonjour tout le monde. Ah, Donc, depuis 2010, le ministère de la Santé et des Services sociaux, celui du ministère de l'Éducation, le ministère de la Famille, mais aussi l'Institut de la statistique du Québec et la Fondation Lucie et André Chagnon unissent leurs efforts autour de l'initiative concertée d'intervention pour le développement des jeunes enfants. Afin de faciliter la présentation, je vais avoir recours régulièrement à l'acronyme ICIDJ pour mieux décrire cette initiative-là. Donc, l'initiative l'ICIDJ, elle comporte deux grands volets. Le premier volet, c'est celui qui concerne l'enquête, qui permet en fait de dresser le portrait sur le développement des enfants ainsi que leur parcours préscolaire. Le second volet, lui, concerne le volet intervention qui permet en fait de mobiliser puis d'agir collectivement en faveur du développement et le bien-être des enfants. Il faut se rappeler que dans le cadre de l'ICIDJ, cette dernière s'inscrit dans une cible gouvernementale de prévention de la santé. Cette grande politique que vous voyez à droite est une approche gouvernementale qui vise vraiment, puis qui implique aussi plusieurs ministères du Québec afin de tous les mettre à contribution pour soutenir la santé des Québécois. Parmi toutes ces cibles qu'on voit au sein de la politique, celle qui nous concerne aujourd'hui vise à augmenter à 80 la proportion d'enfants qui commencent leur scolarité sans présenter de vulnérabilité pour leur développement. Donc, pour pouvoir passer des données qu'on va vous présenter aujourd'hui jusqu'à l'action, c'est important de prendre le temps de bien les comprendre, de bien comprendre ces données pour ensuite pouvoir se mobiliser, puis unir tout le monde nos forces. Et ça pour pouvoir arriver à animer des dynamiques locales, puis de passer à l'action, là, autant au niveau provincial, régional que local, puis passer à l'action par tous les acteurs qui sont concernés par le développement des tout-petits de l'Abitibi-Témiscamingue. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Geneviève. Quand on pense au développement des enfants, on se rend compte que plusieurs acteurs interagissent autour de lui durant son parcours préscolaire. Naturellement, on pense à la famille, aux services de garde éducatif à l'enfance, au milieu scolaire ou au réseau de la santé et des services sociaux. On pense également aux organismes communautaires et aux municipalités qui, par leur offre de services, influencent le développement des enfants.
C'est donc important de se doter d'une vision commune de l'état de la situation du développement des enfants en Abitibi-Témiscamingue. Sans plus tarder, je laisse la parole à Guillaume Beaulé qui va vous présenter les résultats de l'enquête qui a été réalisée en 2022 dans tous les territoires de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, bonjour tout le monde. Donc, pour commencer, quelques données techniques sur l'enquête québécoise sur le développement des enfants de la maternelle. On en est à la 3e édition en 2022. Donc, on a eu aussi des données en 2012 et en 2017. Et ça a été réalisé par l'Institut de la statistique du Québec. Dans la région en 2022, sur les 108 classes qui pouvaient participer, 108 ont participé et environ 1500 élèves de la maternelle pour un taux de participation de 94 %, ce qui est excellent pour ce type d'enquête-là. Les élèves qui sont handicapés ou qui ont des difficultés d'adaptation ont complété un questionnaire, mais ce questionnaire-là n'a pas été retenu dans l'analyse. Ça a fait environ une quarantaine de questionnaires sur les 1500, donc c'est quand même une très petite proportion qui a été exclue de l'analyse. On va parler d'enfants vulnérables. Il ne s'agit pas d'un diagnostic individuel, clinique, fait par un professionnel de la santé. C'est plutôt une vulnérabilité pour un groupe d'enfants, ce qui permet de faire des comparaisons dans le temps et aussi géographiques. Il y a 2 types de résultats qu'on va vous présenter. La proportion d'enfants vulnérables pour chacun des 5 domaines de développement qui a été retenu. Et un deuxième indicateur qui est la proportion d'enfants vulnérables dans au moins un domaine de développement. Donc, ça peut être 1, 2, 3 jusqu'à 5. Les enfants vulnérables, c'est évidemment des enfants à risque, donc qui présentent des lacunes soit dans un ou plusieurs domaines et qui vont être plus susceptibles que les autres de rencontrer des difficultés dans leur parcours scolaire, que ce soit en termes d'apprentissage ou encore d'adaptation. La collecte des données a été effectuée entre février et mai 2022. Il s'agissait d'un questionnaire en ligne qui comprenait environ 160 questions, dont une centaine en ce qui concerne les 5 domaines de développement. Évidemment, vous comprendrez que ce n'est pas les enfants de la maternelle qui ont rempli le questionnaire en ligne, c'est plutôt l'enseignante de la maternelle qui a rempli un questionnaire pour chacun des enfants dans sa classe. Donc, ça vaut la peine de souligner tout le travail qui a été réalisé par les enseignantes pour nous permettre d'avoir ces données-là aujourd'hui. Dans le fond, il y avait des questions qui ont été posées pour évaluer les 5 domaines de développement. Le premier, c'est la santé physique et le bien-être. Ensuite, il y a les compétences sociales, la maturité affective, le développement cognitif et langagier. Et finalement, le dernier, c'est les habiletés de communication et les connaissances générales. Maintenant, ce que vous voyez à l'écran, c'est la proportion d'enfants vulnérables dans la région en 2022 pour chacun des 5 domaines de développement retenus. Donc, un premier constat, c'est que la proportion varie entre 10 et 14 %. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter en détail chacun des 5 domaines de développement. Donc, le premier domaine, c'est la santé physique et le bien-être. Donc, dans l'enquête, on a tenté d'évaluer la coordination globale de l'enfant. Dans le fond, est-ce qu'il est capable de se déplacer sans trébucher, sa capacité à manier des petits objets, à tenir un crayon ou un pinceau, à vérifier son autonomie en matière de propreté, ou encore à voir si la fatigue peut l'empêcher de faire son travail scolaire. Dans la région, c'est 10 % des enfants de la maternelle en 2022 qui étaient vulnérables dans ce domaine de développement-là. Ça représente à peu près 160 enfants. Ce 10 % là dans la région se compare au reste du Québec. Donc, la situation dans la région, c'est pas pire, c'est pas mieux non plus que dans l'ensemble du Québec. Et si on compare la proportion de 2022 par rapport à 2017, c'est aussi comparable. Donc, il n'y a pas eu une augmentation ou une diminution significative, ce qui fait que la situation est relativement stable.
Là, il y a un écart significatif, puis ça va revenir tout le long de la présentation. C'est selon le sexe. Donc, systématiquement, il y a toujours plus de garçons que de filles qui sont vulnérables. Donc, en ce qui concerne la santé physique et le bien-être, on parle de 13% de garçons contre 8% de filles. Maintenant, si vous regardez en bas à droite de l'écran, vous allez voir les proportions pour chacune des MRC de la région. Donc, la proportion d'enfants vulnérables varie entre 5 et 13%. Et vous voyez que parfois, il y a une ou deux étoiles qui accompagnent ces résultats-là. C'est pour indiquer qu'il y a des problèmes avec la qualité des estimations. Donc, pour une étoile, ça veut dire que l'estimation est de qualité moyenne et qu'il faut l'utiliser avec prudence, alors que 2 étoiles, ça veut dire que la qualité de l'estimation est faible et qu'il faut l'utiliser, présenter à titre indicatif seulement. Mais concrètement, dans les deux cas, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas faire de comparaison entre ce territoire-là et le reste du Québec. Et donc, ça vient limiter notre capacité à faire parler les chiffres. Vous remarquerez que ce type de problème-là apparaît souvent à l'échelle des MRC et souvent des plus petites MRC comme le Témiscamingue ou l'Abitibi-Ouest, alors qu'on voit ça peu pour Rouyn-Noranda, Val-d'Or ou la région. Et en fait, les problèmes d'estimation, la qualité d'estimation sont liés directement avec la taille de l'échantillon. Donc, on est obligé de négocier avec ce type de problème-là. Maintenant, si on passe au deuxième domaine de développement, celui des compétences sociales, ici, l'enquête a voulu vérifier la capacité des enfants à jouer avec les autres, à jouer avec de nouveaux jeux ou de nouveaux jouets, à vérifier leur confiance en soi, à voir s'ils manquaient de respect envers les autres, s'ils faisaient preuve d'autonomie et s'ils étaient capables de suivre ou non les consignes. Donc, dans la région, en 2022, il y a 11% des enfants de la maternelle qui étaient vulnérables dans ce domaine de développement-là. Ça représente à peu près 180 enfants. Comme pour le premier domaine de développement, ici également, c'est une proportion qui se compare au reste du Québec. Et la proportion de 2022 se compare aussi à 2017. Encore une fois aussi, on remarque qu'il y a beaucoup plus de garçons que de filles qui sont vulnérables dans ce domaine de développement-là. Et puis, si on regarde à l'échelle des MRC, la proportion varie entre 8 et 15%. Et dans plusieurs cas, on se retrouve encore une fois avec des problèmes de qualité d'estimation. Le troisième domaine de développement, c'est la maturité affective. Donc ici, l'enquête vérifie les manifestations d'entraide envers les autres enfants, à voir est-ce que l'enfant manque d'attention, est-ce qu'il semble malheureux ou triste, est-ce qu'il souffre d'anxiété, de nervosité, de timidité, est-ce qu'il fait des crises de colère ou encore est-ce qu'il y a des comportements agressifs. Dans la région, en 2022, c'est 11% des enfants qui étaient vulnérables dans ce domaine de développement-là. Ça représente à peu près 180 enfants. Et encore une fois, c'est une proportion régionale qui se compare au reste du Québec. La proportion de 2022 se compare à celle de 2017. On observe qu'il y a toujours plus de garçons que de filles qui sont vulnérables dans ce domaine. Et finalement, à l'échelle des MRC, on voit que la proportion varie entre 8 et 15%. Et ici, il y a une petite nouveauté dans le sens où 15%, c'est à Rouyn-Noranda. Et le test statistique nous indique que c'est une proportion qui est significativement plus élevée que dans le reste du Québec. Donc, toute proportion gardée, il y a plus d'élèves qui sont vulnérables au niveau de la maturité affective à Rouyn-Noranda que dans le reste du Québec. Le quatrième domaine de développement, c'est celui du développement cognitif et langagier. Ici, on a voulu évaluer est-ce que l'enfant est capable de se servir d'un livre, donc de le tenir à l'endroit ou de tourner les pages. Est-ce qu'il est capable de trier les objets selon la forme ou la couleur? Est-ce qu'il peut reconnaître des formes géométriques de base? Et est-ce qu'il y a certaines notions de temps, comme les jours ou les saisons? Dans la région, en 2022, c'est 14% des enfants qui étaient vulnérables dans ce domaine de développement-là dans la région. Ça représente à peu près 220 enfants.
Et ici, pour une première fois, cette proportion-là est significativement plus élevée que dans le reste du Québec, où c'est 12%. Donc, ici, la région se distingue négativement, si on veut, par rapport au reste du Québec. Si on regarde par contre la donnée de 2022 par rapport à 2017, encore une fois, la situation est stable. Il n'y a pas eu de diminution, d'augmentation significative. Et encore une fois, on observe qu'il y a toujours plus de garçons que de filles qui sont vulnérables. Dans ce cas-ci, c'est 18% de garçons contre 10% de filles. Donc, quand même un écart de 8 points, ce qui est important. À l'échelle des MRC, on voit que la proportion varie entre 11 et 20%. 20%, c'est en Abitibi-Ouest et dans la MRC d'Abitibi. Et dans les deux cas aussi, ces données-là sont significativement plus élevées que dans le reste du Québec. Le dernier domaine de développement, c'est celui des habiletés de communication et les connaissances générales. Donc ici, on a tenté d'évaluer la capacité des enfants à raconter une histoire, à communiquer leurs propres besoins, à articuler clairement les sons et leur capacité à comprendre ce qu'on leur dit du premier coup. Donc, dans la région en 2022, c'est 12% des enfants de la maternelle qui étaient vulnérables dans ce domaine de développement-là. Ça représente à peu près 180 enfants. Et là, on revient dans la tendance des premiers domaines de développement, c'est-à-dire qu'on se compare au reste du Québec. La donnée de 2022 se compare à 2017. On a aussi un écart significatif selon le sexe, donc plus de garçons que de filles. Et finalement, à l'échelle des MRC, on observe que cette proportion-là varie entre 8 et 15%. Maintenant, ce que vous voyez à l'écran, c'est la proportion d'élèves selon le nombre de domaines dans lesquels ils sont vulnérables. Donc, premier élément qu'on constate, c'est que la majorité des enfants n'ont aucune vulnérabilité, donc 70%, ce qui est quand même important. Ensuite, on voit que 15% des enfants sont vulnérables dans un domaine de développement, 7% dans deux domaines, et plus le nombre de domaines augmente, plus le pourcentage diminue, ce qui est quand même logique. Et c'est pour arriver à la fin avec 1% des enfants qui sont vulnérables dans les 5 domaines de développement. Maintenant, on va passer au deuxième type d'indicateur, qui est la proportion d'enfants vulnérables dans au moins un domaine de développement. Dans la région, c'est 30% des enfants qui étaient vulnérables dans au moins un domaine de développement. Ça représente à peu près 460 enfants. Et c'est une proportion qui se compare au reste du Québec. Par contre, ici, une petite nouveauté par rapport à ce qu'on vient de présenter, c'est que la donnée de 2022 par rapport à la donnée de 2017, on voit qu'il y a une augmentation qui est significative dans la région. On est passé de 26% en 2017 à 30% en 2022. Par contre, on n'est pas les seuls. Dans l'ensemble du Québec aussi, on a connu une augmentation significative du pourcentage au cours de cette période-là. À l'échelle des MRC, la proportion varie entre 27 et 33%. Dans tous les cas, ces proportions-là se comparent au reste du Québec. Donc, il n'y a pas une MRC qui se distingue des autres. Si on regarde les données de 2022 par rapport à 2017, encore une fois, tout est comparable, la situation est stable, sauf une exception, la MRC d'Abitibi, où là, on a connu une augmentation significative. On est passé de 21% en 2017 à 29% en 2022. Les enfants vulnérables dans au moins un domaine de développement ont certaines caractéristiques communes. Donc, on a vu au début, selon le sexe, c'était surtout des garçons, mais il y a d'autres éléments aussi qui les regroupent et qui permettent d'avoir des groupes un peu plus ciblés. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est des tendances à l'échelle provinciale, mais qui s'appliquent aussi à la région et qui proviennent d'une autre enquête qui a été réalisée par l'Institut de la statistique du Québec. C'est un peu la petite cousine de l'ECDEM. C'est l'enquête sur le parcours préscolaire des enfants de la maternelle qui a été réalisée aussi en 2022. Et dans le fond, c'est qu'on a pris un échantillon des enfants de l'ECDEM. Et pour cet échantillon-là, au lieu que ce soit l'enseignante, c'est le parent qui répondait à un questionnaire en ligne.
Donc, les enfants vulnérables ont certaines caractéristiques. Donc, on a vu que plus souvent, ce sont des garçons. Plus souvent aussi, c'est les plus jeunes de la classe, donc ceux qui ont moins de 6 ans. Les enfants vulnérables sont aussi plus nombreux à avoir eu un faible poids à la naissance, plus nombreux que les autres à vivre dans un milieu défavorisé matériellement. Plus souvent que les autres, ils vont avoir un ou plusieurs problèmes de divers types, que ce soit physique, social, de langage ou d'apprentissage. Et comme ils ont plus souvent des problèmes, mais plus souvent que les autres vont recevoir de l'aide ou du soutien particulier à l'école et du soutien de services de professionnels non enseignants. Plus souvent que les autres aussi, ils n'auront pas fréquenté régulièrement un service de garde avant d'entrer à la maternelle. Ils vont vivre plus souvent aussi avec des parents sans diplôme ou encore dans une famille monoparentale, une famille à faible revenu ou une famille dans laquelle les parents n'ont pas de travail. Donc, toute la dynamique autour de la défavorisation, que ce soit la scolarité, faible revenu, accès au marché du travail, ça revient, comme on voit aussi dans d'autres enquêtes. Plus souvent que les autres, les enfants vulnérables vont avoir vécu une séparation des parents à un âge précoce. Ils vont avoir déménagé plus souvent et aussi plus souvent, ils vont habiter dans un logement de moindre qualité, donc qui nécessite des réparations. Si on essaie de résumer tout ce qui vient d'être dit, si on regarde la comparaison de la région par rapport au reste du Québec, donc pour le premier type d'indicateur, la proportion d'enfants vulnérables pour chacun des 5 domaines de développement, on voit que pour 4 domaines de développement, les données régionales se comparent au reste du Québec, ce qui fait en sorte que seulement au niveau du développement langagier et cognitif, où on a une proportion régionale qui est plus élevée qu'au Québec, donc 14 contre 12%. Si on prend le deuxième indicateur, la proportion d'enfants vulnérables dans au moins un domaine de développement, bien, la proportion régionale se compare au reste du Québec. Si on fait le même exercice, mais cette fois-ci pour comparer la donnée régionale 2022 par rapport à 2017, on voit que dans chacun des 5 domaines de développement, la donnée régionale de 2022 se compare à 2017, donc la situation est stable. Et pour le deuxième type d'indicateur, là, on voit que la proportion de 2022 est plus élevée qu'en 2017. Donc, on est passé de 26 à 30% d'enfants qui sont vulnérables dans au moins un domaine de développement. Avant de terminer, je vous laisse avec quelques statistiques autres qui parlent, entre autres, des facteurs de risque. Donc, on en a vu dans l'enquête sur le développement des enfants de la maternelle, mais à la Direction de santé publique, on suit aussi d'autres types de facteurs de risque, dont ce qu'on appelle les facteurs de risque à la naissance. Vous en voyez 3 dans le tableau à l'écran. Donc, les naissances de faible poids, les naissances issues de mères ayant une faible scolarité, donc qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires, et finalement les naissances de jeunes mères, donc des mères de moins de 20 ans. Historiquement, parce qu'on suit ça depuis un bon bout de temps, dans la région, on se démarque négativement par rapport au Québec, c'est-à-dire qu'on a des proportions plus élevées de naissances avec des facteurs de risque. Les chiffres que vous voyez à l'écran, c'est la moyenne pour l'année 2016 à 2018. Pourquoi cette période-là? Parce qu'elle comprend l'année 2017. 2017 étant l'année de naissance des enfants qui ont été évalués en 2022 à la maternelle. Et donc, ce qu'on voit globalement, c'est qu'encore une fois, les proportions dans la région pour ces 3 facteurs de risque-là sont plus élevées qu'au Québec. Et exemple, celui qui le démarque le plus, c'est la proportion de naissances de mères faiblement scolarisées. Dans la région, c'est 13%, alors qu'au Québec, c'est 5%. Donc, on a un pourcentage régional 2 fois plus élevé que dans la province. S'il existe des facteurs de risque, heureusement, il existe aussi des facteurs de protection. On en donne 2 en exemple à l'écran qui nous proviennent de l'ECPEM, la petite cousine de l'ECDEM. Donc, en 2022, la proportion d'enfants à qui un adulte a commencé à faire la lecture de façon précoce, entre 6 et 12 mois, donc une initiation précoce à la lecture, ce qui est une bonne chose. Donc, dans la région, la proportion est plus élevée que dans le reste du Québec, 31% contre 26%.
Et le deuxième indicateur, c'est la proportion d'enfants qui ont un soutien très disponible dans leur entourage. Encore une fois, la proportion régionale, 36 % est plus élevée qu'au Québec, 28 %. Toutes les données qui ont été présentées, vous pouvez les retrouver sur le site web du CISAT à partir des hyperliens qui sont sur la présentation. Maintenant, je vais passer la parole à Marlène pour la suite. Alors, on va regarder maintenant comment on peut expliquer ces résultats du portrait que Guillaume vient de vous présenter. Donc, si vous vous souvenez, en début de présentation, on vous a expliqué vraiment qu'est-ce qui était le volet enquête là, au niveau de l'initiative concertée d'intervention pour le développement des jeunes enfants, l'ICIJ. Donc, maintenant qu'on connaît mieux ces données-là, on va comment qu'on pourrait faire pour mettre à profit ces données-là dans le deuxième volet de l'ICIJ, le volet intervention. Donc, on va regarder ensemble quelques pistes de réflexion pour nous permettre de contextualiser tous ces résultats-là. Mais dans un premier temps, je vous proposerai ici de prendre un petit moment de recul pour pouvoir revenir dans le temps pour mieux comprendre où sont rendus les enfants qui ont fait partie aussi des 2 cycles de l'ECDEM précédents. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est une échelle du temps. Si on situe cette année-là, en 2024, les enfants qui ont fait partie du premier cycle de l'ECDEM en 2012 sont maintenant âgés de 17 et de 18 ans. Donc, dans leur parcours scolaire, ils sont possiblement à terminer prochainement leur cégep ou être au niveau du diplôme d'études professionnelles ou sur le marché du travail ou peut-être même des nouveaux parents en très jeune âge. Si on regarde ceux qui ont fait partie du deuxième cycle en 2017, ces enfants-là sont maintenant rendus en première année du secondaire. Les tout-petits qui viennent de participer au troisième cycle qu'on vous présente là, actuellement en 2022 sont déjà à leur deuxième année du primaire. Puis, ceux qui sont à venir pour le quatrième cycle, parce qu'il y aura un quatrième cycle en 2027, ces enfants-là sont déjà nés, ils sont déjà parmi nous, puis ils ont environ entre 2 et 3 ans. Donc, ils sont nés soit entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 pour entrer là, à la prochaine année scolaire là, à l'automne 2026. Donc, si on s'arrête à y penser, cette ligne du temps-là nous ramène au fait que les prochains tout-petits qui vont participer à l'enquête de 2027 sont nés, mais aussi que ceux qui sont nés des cycles précédents puis qui continuent à cheminer dans nos instances scolaires, mais aussi au sein de nos communautés, ont aussi beaucoup besoin de soutien. Donc, c'est important de continuer de prendre soin de ces enfants-là qui cheminent dans notre milieu scolaire, puis aussi d'agir auprès des enfants qui présentent déjà des vulnérabilités dans les cycles précédents. Donc, je vous inviterai à conserver tout au long du reste de la présentation cette ligne du temps-là afin de faire des liens sur les données des enquêtes précédentes qui peuvent nous informer sur le contexte des enfants selon où est-ce qu'ils se situent là, dans la ligne du temps. Quand on constate qu'il y a une vulnérabilité dans au moins un domaine de développement et que ces données-là augmentent au Québec là, au fil des 3 cycles, bien, ça peut susciter de la déception et de la préoccupation là, chez les acteurs qui travaillent auprès des tout-petits. Donc, si on regarde les données des autres provinces au Canada, cette tendance à la hausse s'observe également. Donc, dans cet exemple-ci que vous voyez à l'écran, les provinces de l'Ontario, du Manitoba et de la Colombie-Britannique ont aussi eu, au fil des cycles, parce si on regarde la Colombie-Britannique, ils en sont maintenant à leur 8e cycle de l'enquête. Puis, on observe aussi que les tendances sont aussi à la hausse dans les autres provinces du Québec, mais aussi du Canada. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Geneviève. Maintenant, on va regarder ensemble quels facteurs pourraient avoir contribué à la hausse de cette vulnérabilité-là chez les enfants.
c'est certain que vous pouvez vous demander qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années autour des enfants, dans quel contexte ils ont vécu. Si vous aviez été en présence, on vous aurait posé la question, mais comme on a déjà présenté cette présentation-là devant un public, on est allé chercher le pouls à savoir qu'est-ce que vous pensez qui a pu influencer le développement des enfants en Abitibi-Témiscamingue. Parmi les réponses qu'on a eues, on a parlé de COVID, on a parlé de stress, on a parlé du manque d'accès aux places en CPE, d'une vague d'immigration récente, des enjeux de santé mentale, de l'inflation, de la pauvreté, de l'apparition de nouveaux services aussi. Puis, quand on pense à ça, on constate que le développement des enfants est influencé par une multitude de facteurs, d'où l'importance pour les partenaires concernés de poursuivre les efforts de concertation et de partenariat. On a, dans les constats qu'on a, on a un lien entre la vulnérabilité puis des caractéristiques individuelles, puis du contexte dans lequel les enfants de 5 ans ont vécu et vivent encore. Tout d'abord, on voit le lien entre, c'est quoi le réseau social que les enfants ont au niveau de leur environnement familial ou communautaire, les soins et les services auxquels ils ont accès. On vit dans une région où plusieurs personnes habitent dans un contexte de ruralité et que pour avoir accès à des services, ça peut parfois représenter des freins. On a des enfants qui vivent dans des familles qui sont plus unies que d'autres. On a des gens qui ont des réseaux plus développés ou plus ou moins développés que d'autres. Donc, c'est tous des éléments qui font en sorte que l'expérience vécue par les enfants est différente et que c'est démontré que ces éléments-là ont un impact significatif sur le développement des enfants. Parmi les constats qui se présentent, on peut se demander si au cours des dernières années, il y a eu des changements qui sont survenus dans l'offre de services destinée aux familles et aux jeunes enfants. Est-ce que l'environnement des enfants a changé quand on pense à des contextes familiaux ou des contextes socio-économiques dans certains quartiers? Est-ce qu'il y a eu des fermetures d'entreprises? Est-ce qu'il y a eu des pertes d'emplois? Est-ce qu'il y a eu du développement? On peut se questionner là-dessus. Est-ce que les parents ont pu avoir été exposés à différentes sources de stress? Ça fait partie des questions qu'on peut se poser. On peut aussi se questionner sur l'impact de l'usage des écrans en présence de jeunes enfants. Est-ce que ça a pu modifier leur pratique de soutien à l'apprentissage ou à la stimulation de leurs enfants? Est-ce que nos enfants sont exposés à des nouveaux outils éducatifs ou à des nouvelles pratiques parentales? Est-ce qu'ils sont affectés par des problèmes de santé qui sont émergents? Bon, le COVID en était un. Puis, est-ce que l'exposition croissante aux appareils numériques ou écrans en bas âge, ça aurait pu influencer négativement certains aspects du développement des enfants? C'est toutes sortes de questions qu'on peut se poser, sur lesquelles on ne peut pas avoir toutes les réponses nécessairement, mais on sait qu'il y a eu des impacts qui soient positifs ou négatifs sur le développement des enfants. Maintenant, je vais passer la parole à Marlène qui va nous amener un petit peu plus sur les facteurs qui ont été documentés en lien avec la hausse de la vulnérabilité. Donc, comme vient de le nommer Geneviève, on sait que la pandémie elle a pu avoir une incidence non négligeable sur le développement des enfants, notamment sur le plan social et aussi affectif. Ça a pu entraîner pour certains des retards d'apprentissage, voire des pertes pour certains enfants. Donc, la fermeture des écoles, les mesures sanitaires, les confinements, ça vraiment sont des éléments démontrés là, dans cet avis scientifique-là qui a été produit par l'INSPQ en 2021. Tout ce qui est la charge de travail, la fatigue émotionnelle, autant des enseignants que les intervenantes qui travaillaient dans les services de garde ont aussi été démontrés dans cet avis-là comme des facteurs qui sont vraiment qui ont pu influencer le parcours là, le parcours développemental des petits. Donc, cet avis scientifique-là, il est disponible en ligne. Vous voyez l'hyperlien pour avoir accès aux documents pour mieux comprendre ces impacts-là si vous êtes intéressé à le lire.
Donc, maintenant qu'on a pris le temps de s'interroger sur les contextes possibles là, que les données actuelles nous ont été présentées, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire pour agir collectivement? Ce serait quoi les bonnes pratiques qui sont reconnues efficaces là, pour soutenir le bon développement global des enfants? On l'a mentionné précédemment, la littérature là, démontre que le fait d'agir à plusieurs niveaux a un vraiment réel impact. Là. Comme vous présentez, Geneviève, là, le fait d'agir au niveau de la famille, de la communauté, les soins, les services, ça a un impact sur le bon développement des tout-petits. D'où l'importance de toujours mieux unir nos forces puis nos liens pour collaborer tout le monde ensemble autour des tout-petits de notre région. Donc, c'est démontré que si on se soucie d'offrir des actions et des interventions à plusieurs niveaux, c'est l'effet combiné là, de tous ces milieux-là qui seront des facteurs de protection pour nos tout-petits. Donc, quand on se concerte puis qu'on décide des actions ou des interventions qu'on va mettre en place dans nos milieux, il est important de se référer à des pratiques probantes. Afin de bien les comprendre, on va attirer votre attention sur un autre document qui a été produit par l'INSPQ en 2022, puis qui pourrait très certainement influencer vos pratiques de collaboration. Donc, le document, vous le voyez à l'écran, ça s'appelle « Favoriser le développement global des enfants 0-6 ans ». Donc, vous voyez aussi le lien dans la présentation. C'est un document qui a été vraiment produit là, pour accompagner les acteurs en petite enfance dans la mise en place des actions concertées au niveau autant national, régional que local. L'outil va vous présenter des principes d'action avec des exemples d'intervention, mais ça fait aussi le lien avec les données de l'ECDEM, mais aussi de l'enquête québécoise du parcours préscolaire des enfants de la maternelle que vous parlez, Guillaume, tout à l'heure. Donc, on va justement regarder rapidement 5 des 7 principes qu'on retrouve là, dans ce document-là. Donc, le premier, c'est celui de, le premier à considérer, c'est vraiment d'agir précocement chez l'enfant. Donc, on connaît tous la grande plasticité du cerveau en jeune âge, puis on sait qu'il y a des connexions neuronales qui se développent à grande vitesse, mais aussi qu'il y en a d'autres qui peuvent rapidement se défaire s'il y a des mauvaises conditions de vie autour de l'enfant. Donc, pendant cette période-là, il y a une multitude de fenêtres qui sont ouvertes sur beaucoup d'habiletés de l'enfant qui sont prêtes à émerger. On a vu précédemment que les données de l'ECPEM démontrent une association, par exemple, entre la vulnérabilité et la stimulation précoce. On sait maintenant que le risque de présenter une vulnérabilité dans un domaine de développement va diminuer significativement avec la pratique d'activités qui vont être stimulantes si elles ont lieu dans l'année qui précède l'entrée à la maternelle. Donc, le fait de lire ou de raconter des histoires, ça va protéger certaines sphères de développement de l'enfant, d'où l'importance de se questionner dans vos secteurs si vous avez assez d'actions qui tiennent compte de ça dans vos milieux. Le deuxième principe nous informe sur l'importance d'agir en tenant compte de la trajectoire développementale de l'enfant. Donc, connaître la trajectoire développementale, ça aide à avoir vraiment des attentes qui sont réalistes en lien avec les capacités de l'enfant, mais aussi de pouvoir anticiper les étapes de développement qui vont arriver. Donc, ça permet aussi d'observer le développement de l'enfant en étant vigilant sur les périodes d'acquisition de différentes habiletés. Donc, en gros, c'est de faire les bonnes choses au bon moment. Par exemple, les données de l'ECDEM nous démontrent que les enfants les plus jeunes sont proportionnellement plus nombreux que les enfants plus vieux à être vulnérables dans au moins un domaine de développement. Donc, par rapport à ce principe-là, on peut se demander si vous avez le réflexe de se questionner si l'objectif visé par une action tient compte de la trajectoire développementale de l'enfant. Et puis, est-ce que vous fait assez de la sensibilisation auprès des parents ou des intervenants sur l'importance de vraiment respecter toutes ces étapes de développement-là? Puis, quand on parle de ces étapes développementales-là, est-ce qu'on les connaît bien? Est-ce qu'on les connaît tous suffisamment pour être capable d'agir au bon moment? Donc, puis, est-ce qu'il y aurait aussi des outils qui existeraient pour nous aider à les observer puis à les soutenir, ces étapes-là? Le troisième principe vient expliquer l'importance d'agir en se souciant de la qualité. Offrir de la qualité, ça dépend aussi de plusieurs facteurs qui vont varier selon l'action qu'on va porter. Donc, par exemple, on peut parler ici de la qualité d'intervention d'un professionnel auprès des familles ou des services de garde à l'enfance. Dans les deux cas, du personnel qui sont compétents puis qui entretiennent des bonnes relations stables et sensibles là, avec les familles, ça va vraiment contribuer à offrir des actions de qualité. Par contre, si au contraire, les actions sont de faible qualité, elles vont non seulement être inefficaces, mais en plus, elles vont nuire au développement de l'enfant.
D'où l'importance de s'assurer d'avoir une évaluation régulière des actions que vous allez porter. Par exemple, est-ce que vous avez le réflexe de vous questionner si vous vous souciez bien de la formation, de l'encadrement des personnes qui agissent auprès des enfants puis de leur famille? Est-ce qu'on porte vraiment une attention particulière à la qualité des relations qu'il y a entre les intervenants et les familles? Donc, ce sont des exemples d'actions qui permettent d'agir en se souciant de la qualité. Le quatrième principe vient exposer l'importance d'agir chez les familles dès la grossesse. On agit beaucoup dans la période de 1 à 5 ans, mais il faut aussi considérer la période périnatale car c'est un grand moment d'adaptation puis de grande vulnérabilité pour tous les nouveaux parents. Donc, cette périnatale se passe de la grossesse jusqu'à 1 an de vie de l'enfant. Donc, en agissant à cette période-là, on va contribuer à diminuer les risques de complications de grossesse puis d'accouchement. Donc, je vous donne des exemples. Si on agit pour prévenir le faible poids et la prématurité, si on fait de la prévention sur la consommation des drogues, alcool, le tabagisme pendant la grossesse, si on fait des actions pour soutenir l'allaitement, les bonnes habitudes de vie, si on se préoccupe surtout de la santé mentale des parents pendant et après la grossesse, offrir des rencontres périnatales pour les parents pour qu'ils puissent se préparer et exercer leur rôle en tant que futurs parents. C'est des exemples qui démontrent vraiment l'importance d'agir pendant cette période-là. Dans les données de l'ECDEM, on souligne une association entre le faible poids à la naissance puis la vulnérabilité développementale. Donc, encore une fois, on peut se questionner si, comme partenaire, on a suffisamment de sensibilité à l'importance d'avoir des actions pendant cette période périnatale-là. Donc, qu'est-ce qu'on a pour aider ces futurs parents-là à se familiariser avec la parentalité? Comment nos services répondent mieux aux femmes enceintes en termes d'accompagnement et de soutien? Puis, est-ce que c'est possible d'en ajouter des actions pour ces femmes si jamais il n'y en a pas suffisamment? Puis aussi de considérer le coparent dans toutes les actions que vous allez mettre en place. Le cinquième et dernier principe est celui d'agir selon le principe de l'universalisme proportionné. Alors, l'universalisme proportionné, c'est une approche qui vise des actions de type universel, en plus d'actions qui sont plus ciblées. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les actions universelles permettent d'atteindre tous les enfants, y compris ceux qui sont à risque, mais qui peuvent aussi se retrouver dans les familles à statut socio-économique faible ou élevé. Bien que nous savons là, que les enfants issus des familles de faible statut socio-économiquement sont plus proportionnellement à risque de présenter une vulnérabilité développementale, les enfants qui proviennent de statuts socio-économiques élevés ou moyens présentent également un certain risque, mais ils sont toutefois plus nombreux en termes de population. Donc, ça veut dire que les actions universelles qu'on va mettre en place vont être profitables à un grand nombre d'enfants. Par contre, les enfants qui présentent des facteurs de vulnérabilité sont aussi souvent ceux qui ont le moins accès aux services en raison de différents obstacles qu'ils vont rencontrer pour avoir accès aux services. Les genres d'obstacles qu'on peut retrouver, par exemple, c'est le coût de certains services, du transport qui ne sont pas disponibles, la méfiance des familles envers les services ou les institutions, les horaires de travail de parents qui sont moins souples, l'isolement, la langue. Donc, il devient important de pouvoir mettre des mesures adaptées en tenant compte de ces barrières-là. Lorsqu'on agit en fonction de ça, on est vraiment dans la portion des actions qui sont plus ciblées puis qui permettent de mieux atteindre les enfants qui sont moins accessibles, donc des proportions d'enfants plus à risque. Donc, on parle ici d'actions qui sont plus ciblées. Donc, pour résumer ce grand principe qu'on essaie de comprendre autour de l'universalisme proportionné, l'image qu'on vous présente ici vient de vous résumer le tout. Donc, si on regarde l'image de gauche, ça démontre le concept du principe universel dans lequel les petites boîtes en dessous des personnages viennent illustrer les services qui sont égaux et qui sont offerts à tous. Donc, quand on parle ici des principes universels, on est dans un principe d'égalité, mais qui risque toutefois de ne pas rejoindre certaines populations d'enfants. L'image de droite démontre le concept des actions qui sont plus ciblées, donc des services qui se soucient des barrières d'accès.
Donc, les petites boîtes en dessous des personnages sont en quelque sorte des services qui sont adaptés, qui tiennent compte des obstacles que peuvent vivre certaines familles. Donc, ici, on est dans un principe d'équité. Donc, si on considère ces deux types d'actions, nous sommes vraiment dans l'approche de l'universalisme proportionné. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Geneviève. À ce point-ci de la présentation, on peut penser que le mandat est colossal pour s'assurer que tous nos enfants se développent de façon adéquate. Heureusement, on a des leviers, puis ça nous apparaît important de vous les rappeler afin de poursuivre nos efforts de soutien et d'accompagnement pour y arriver. Tout d'abord, dans la région, il y a une concertation autour de la petite enfance qui découle d'une grande culture de concertation dans notre région. Donc, on a plein de gens mobilisés dans chacun des territoires qui se préoccupent de la petite enfance et de la réussite éducative. Donc, il y a un beau complément autour de ça. Dans tous les secteurs, il y a des planifications stratégiques ou des plans d'action pour agir sur le développement global des enfants. Il y a des tables de concertation en réussite éducative qui ont inclus un volet petite enfance. Il y a des tables de partenaires pour la création d'environnements favorables aux familles qui sont dans des contextes plus vulnérables. Et dans les prochains mois, il y a plusieurs personnes qui agissent en coordination dans des tables locales qui vont être mises à contribution pour mettre à profit les résultats de l'enquête sur le développement des enfants à la maternelle et de travailler autour des principes d'efficacité que Marlène vous a présentés. Il y a aussi un comité de travail régional qui a été formé au début de l'année 2023 pour soutenir la mise à profit des résultats et la présentation d'aujourd'hui fait partie de notre plan d'action, donc d'amener le plus de gens possible à prendre connaissance de l'état du développement des enfants de notre région. Ce comité-là est composé de plusieurs partenaires qui représentent autant le réseau de la santé, des services sociaux, l'éducation, le ministère de la Famille, la réussite éducative. Nous, comme santé publique, on a la responsabilité de diffuser les données, mais le comité, lui, a vraiment la responsabilité de mettre à profit ces résultats-là et de travailler à soutenir les territoires sur le deuxième volet que Marlène vous avait présenté dès le départ, qui est le volet intervention. Maintenant, on peut se demander comment on va se prendre pour pouvoir y arriver. C'est un défi en soi, mais comme comité, on a réfléchi puis on a travaillé à une stratégie qui était pas seulement de vous présenter ces résultats-là, mais bien de voir comment on pouvait vous soutenir. Fait que les 3 phases qu'on a prévues, il y avait tout d'abord comprendre ensemble le contexte, qui est celle qu'on fait aujourd'hui. La deuxième phase, c'est de travailler à maintenir les actions de mobilisation et de concertation qui sont existantes et de pouvoir outiller ces concertations-là. Et bien, la troisième phase, c'est vraiment s'assurer que de la collaboration des territoires pour outiller puis renforcer les conditions favorables au bon développement global des jeunes enfants. Puis on peut penser à ça, à du transfert de connaissances, développer des outils, d'exercer une vigie sur ce qui se fait dans les territoires pour avoir un portrait des actions qui sont réalisées dans notre région. Donc, oui, il y a un comité, mais c'est tous les acteurs qui agissent auprès des enfants qui vont être interpellés dans cette deuxième phase qui est le volet intervention. Et là, je passerai la parole à Marlène pour conclure cette présentation. Donc, on a tous une grande responsabilité d'accompagner les tout-petits de notre région à bien se développer puis ultimement atteindre la fameuse cible gouvernementale de prévention de la santé qu'on faisait référence en début de présentation pour faire en sorte que d'ici 2025, 80% des enfants puissent entrer à la maternelle sans présenter de vulnérabilité dans leurs 5 sphères de développement. On constate dans les données de l'ECDEM que nous avons actuellement 70% des tout-petits qui vont bien, qui ne présentent aucune vulnérabilité à leur entrée, mais ça nous fait tout de même un écart de 10% rattrapé pour atteindre la cible de 80%. Pour y arriver, il faut garder le cap sur l'importance d'agir précocement, puis de se soucier de toutes les étapes cruciales là, de leur développement pendant leurs 5 premières années de vie sur les plans qu'on a vus tout à l'heure, les physiques, moteurs, affectifs, sociaux, cognitifs et langagiers. Donc,
tous ensemble, on va arriver à influencer leurs compétences puis leur bien-être dans le futur des tout-petits. On tient à prendre aussi quelques minutes pour remercier les enseignants et les enseignantes des maternelles de notre région qui ont contribué à nous permettre d'avoir ces données-là. Parce que grâce à leur implication pour compléter les questionnaires, on a pu avoir ces données-là 2022. Donc, on voulait faire un petit clin d'œil aux enseignants de leur collaboration dans cette grande initiative-là. Et je termine en vous rappelant qu'au courant de la prochaine année, puis les suivantes aussi, vous allez continuer d'entendre parler là, des données de l'ECDEM 2022. N'oubliez pas que ça s'inscrit vraiment dans le volet de l'ICIDJ et que le volet intervention se doit d'être en continu. Donc, ce n'est pas juste un moment spécifique dans l'année où on présente les données, mais qu'il faut qu'on continue tout le monde ensemble de poursuivre nos efforts puis nos actions jusqu'au prochain cycle de l'ECDEM qui aura lieu en 2027. D'ici là, on continue de poursuivre nos collaborations pour tous les bien-être des tout-petits de notre région. Puis au nom du comité régional de l'ICIDJ, je tiens à vous remercier d'avoir participé à cette présentation-là. Si jamais vous avez des questions ou vous avez besoin d'une présentation spécifique ou adaptée à votre milieu, vous avez à l'écran les coordonnées pour nous joindre et il nous fera plaisir là, de pouvoir vous accompagner si tel est le besoin. Alors, nous vous souhaitons de belles continuités et merci encore d'avoir assisté à notre présentation. Au revoir.